tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai plein de beaux albums à vous présenter, une grande majorité fait ici au Québec et quelques-uns donc américains. Avant de commencer, je voudrais savoir dans les commentaires comment a été votre rentrée. La dernière fois déjà que je vous ai parlé, c'était imminent, c'était comme dans quelques jours. Alors là, je voulais savoir, on est comme à la mi-septembre. Comment vos routines vont, est-ce qu'il y a des choses qui se sont mises en place, est-ce que vous êtes comme tombé amoureux de votre groupe. Donc dites-le moi dans les commentaires, je m'ennuie un petit peu là, du monde scolaire, donc vous allez me divertir assurément. Je fais une petite parenthèse au départ juste pour vous dire que tous ces beaux livres m'ont été envoyés, donc je les ai reçus gratuitement, mais je ne suis pas payée pour vous en parler et je n'ai pas d'obligation à le faire non plus. C'est vraiment purement parce que j'aime parler de littérature jeunesse avec vous que je le fais. Commençons donc avec Grund Québec. Ici, nous avons une araignée dans ma boîte à lunch. Donc ici, c'est l'histoire d'une petite araignée qui se faufile dans la boîte à lunch, qui est comme tannée du grenier dans lequel elle vit. Et elle se faufile dans une boîte à lunch et quand l'enfant ouvre la boîte à lunch, découvre la petite araignée. L'araignée, elle s'était tellement fait parler des monstres qui étaient les humains qu'elle prend vraiment peur, mais l'humain, en fait, qui découvre l'araignée, vient juste de déménager et dans une nouvelle école et n'a pas beaucoup d'amis. Alors, elle va promettre, c'est un garçon, il me semble, il va promettre à l'araignée de ne pas lui faire mal. Ils vont comme se lier d'amitié. Il va même la mettre sur son épaule et tous les autres camarades de classe vont être vraiment impressionnés tant par son courage que parce que c'est vraiment cool, les araignées. Alors, il va développer des amitiés, dans le fond, grâce à cette petite araignée. Mention spéciale pour les illustrations, là, sont vraiment bien mignonnes. Donc, je vous montre un exemple, mais c'est un bel album, là, surtout pour la rentrée là, avec les enfants. Si vous avez des cocos qui commencent l'école, ça peut être un chouette album à lire. Chez Dominique et compagnie, nous avons une nouveauté de André Poulain. Ça s'appelle Jules et Virgule, deux têtes de mule. Donc, on a au départ une histoire de deux protagonistes. Ici, nous avons Jules et nous avons Virgule. Virgule parce que sa queue a la forme d'une virgule. Et Virgule vient juste d'être envoyé dans un centre pour les animaux. Genre de spécial, là, sans que ça soit nommé, parce que, puis tu sais, comme là, il est pas bien dans le centre, dans la cage, il hurle jour et nuit, continuellement, il se laisse pas vraiment approcher. Et l'autre protagoniste ici, nous avons Jules qui n'aime pas lire, bégait, sa prof, elle l'a comme forcé à lire devant tout le monde, mais tout le monde a ri de lui. Alors depuis, il a décidé qu'il partait en grève de lecture. Et donc, il ne veut plus ouvrir aucun livre. Mais la narratrice, en fait, c'est la grande sœur de Jules qui a décidé d'essayer de mettre fin à la guerre de lecture. Puis, elle va comme essayer de les lier d'amitié. Donc, elle fait du bénévolat dans le centre et elle va amener son petit frère pour que, en donnant l'idée de pourquoi pas faire lire une histoire au chien, peut-être que ça l'aiderait, peut-être que ça le calmerait. Puis au début, Jules est contre, il va à peine ouvrir le livre, le regarder, il va le relancer. Puis, mais c'est comme devenu dans leur routine qu'à tous les jours, ils vont aller au centre. Puis finalement, je vous le confirme que Jules va avoir ouvert le livre et Virgule va être vraiment intéressée et ça va vraiment l'apaiser également. Puis Jules va se sentir de meilleur en meilleur parce que là, il a comme un public qui peut pas le juger, qui peut pas rire de lui. Alors, il va lire à plusieurs reprises le livre. Il va savoir comment faire les blagues, il va savoir donc... finalement, l'album est magnifique, là, ça se termine comme ça, mais l'aspect zoothérapie est vraiment intéressant. Puis André Poulain, elle a justement mis une petite touche à la fin, une petite note pour parler de la zoothérapie. J'aurais aimé même en lire davantage parce qu'effectivement, j'avais comme jamais pensé de peut-être demander à nos élèves gênés de lire à leur animal de compagnie, comment ça pourrait justement leur apporter une confiance, une assurance parce que c'est un public, comme je le disais tantôt, qui juge pas. Alors voilà, puis tu sais, je vous montre là, les pages de garde au départ, là, on a des livres qui sont tout chiffonnés. Et quand on arrive à la fin, on a plein de livres qui parlent de chiens. Donc peut-être que Jules a développé un nouvel intérêt, puis voilà. Nous avons ici Oui Allô, le cri des animaux chez les éditions des Malins. Ça se veut un jeu de téléphone, comme vous pouvez voir. Donc chaque animal va répondre au téléphone avec son cri
et va appeler une autre personne, puis le cousin, de la matante, du boulanger, de la fermière, de blablabla. Puis jusqu'à ce qu'à la fin, on découvre dans le fond c'était quoi le message. C'est super mignon, c'est clairement pour un jeune public, mais ce que j'aime vraiment beaucoup, ce sont les illustrations d'Amélie Legault. C'est la même autrice, si je me trompe pas, mais je suis presque certaine avec les illustrations de comment habiller un hippopotame en hiver, puis comment habiller un hippopotame en été, qui ce sont des deux tout cartons qui ont été bien populaires chez moi. Donc les illustrations sont vraiment chouettes, puis en même temps on apprend le nom du son de l'animal. Par exemple, le renard qui glapit, la chouette qui ulule, la vache qui beugle. Donc, je trouve que c'est comme une petite touche intéressante. Puis, je pense que les enfants, au départ, vont pas nécessairement le remarquer, mais comme ici, là, la vache est en train de se mettre du mascara, puis comme tous les animaux sont en train de faire un geste qui est pas du tout animalier. Donc, moi, ça m'a bien fait rire. Toujours chez Les Malins, nous avons Princesse Belzébuth n'aime pas faire ses devoirs. C'est une collection que je connaissais pas. Il y en a plusieurs autres tomes de la collection. Puis ici, dans le fond, le titre le dit, là, il est super explicite. Elle n'aime pas faire ses devoirs, elle ne veut pas. Elle est en première année, si je comprends bien dans l'histoire, parce que elle est en train d'apprendre à lire. Et pour elle, c'est vraiment ardu. C'est difficile, elle voit ça comme une grande montagne, puis elle n'a pas envie de mettre ses énergies là-dedans, elle n'a pas envie de faire les efforts parce que c'est vraiment trop difficile. Et il va y avoir comme une genre de chasse au trésor, une genre de mouche qui va lui apprendre, lui faire une chasse au trésor dans la bibliothèque, mais elle comprend comme pas qu'est-ce qui est écrit parce qu'elle ne lit pas. Puis c'est son frère, si je me souviens bien, qui va lui apprendre, pas lui apprendre à lire, mais lui apprendre à faire les travaux, lui apprendre à avoir comme une routine après l'école pour faire ses travaux, ses devoirs, ses leçons. Jusqu'à ce qu'elle découvre le pourquoi c'est important de les faire. Puis ben finalement, elle va même apprendre à lire et découvrir qu'il y a de l'écriture partout. C'est pas juste dans les livres, il y en a sur les panneaux de signalisation, il y en a à l'épicerie, il y en a dans les publicités sur le bord de l'autoroute. Donc il y en a vraiment partout, puis c'est ce qu'elle va finalement là, découvrir. C'était ça, là, la chasse au trésor, puis le code secret là, qu'il y avait, là, que la petite mouche lui a apporté. Donc si vous avez un coco à la maison qui aime pas faire ses devoirs, ben pourquoi pas, il va assurément se reconnaître. Ici, beau coup de cœur chez les éditions Les Malins encore, donc Romain l'Humain, qui est en tête bêche avec Daphné l'araignée. Et vous l'aurez compris, c'est donc un album qui a deux histoires qui vont se rejoindre au milieu. Donc les deux, ce sont un personnage. Dans ce cas-ci, on a ici l'araignée qui est toute coquette, qui aime la mode, qui aime mettre des gants et des bottes, qui va aller explorer jusqu'à ce qu'elle rencontre un humain. Et ici, nous avons Romain qui est un petite boule d'énergie, qui aime se salir, qui est un enfant là, vraiment assurément là, typiquement dans ses goûts et dans ses gestes, j'ai envie de dire, là, de partir en courant en bobette, puis même en tout nu. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont reconnaître leur enfant en Romain. Et lui, il adore se déguiser et tout. Puis là, lui aussi, il va donc voir une araignée. Donc, vous comprenez, lui va voir l'araignée va voir l'humain, et on se rejoint au milieu dans cette histoire-là. Non, c'est pas vrai. Les deux se rejoignent, mais ils vont essayer d'avoir de l'aide, donc tant avec son papa, Romain va aller chercher son père, l'araignée va essayer de parler à une souris dans le grenier pour avoir de l'aide, pour trouver une solution, parce que c'est donc bien catastrophique de rencontrer un humain, autant que c'est donc bien catastrophique de rencontrer une araignée. Puis quand ils vont se rejoindre, ils vont faire comme bah finalement, t'es pas si pire que ça. Ils vont repartir chacun de leur bord. Donc, j'aime les petites blagues de pipi, de morve, de faufoune qu'on retrouve. J'aime évidemment l'aspect tête beige, que ce sont deux protagonistes différents qui vont se rencontrer. Et les illustrations de Agathe Bray-Bourrette, je les aime vraiment beaucoup. Là, on commence à la découvrir. En tout cas, moi, je commence à la découvrir là, dans les dernières années, puis j'aime beaucoup son travail. Chez La Bagnole, maintenant, nous avons Au fond de ma cour. Au fond de ma cour, c'est, il y a en dessous du sofa, là, je ne m'en rappelle plus le titre, mais bref, il y en a plusieurs dans cette collection-là, toujours écrit par Edith Cochrane et illustré par Isabelle Brouillette. Puis, dans ce cas-ci, Au fond de ma cour, c'est une jeune enfant qu'on ne voit jamais, mais qui va voir tous les aspects qui pourraient la stimuler dans son imaginaire, dans sa cour. Donc, autant on a un coin qui... on a, un panier d'épingles à linge qui vont devenir donc toutes des dinosaures. On a... attendez, ça c'est un troupeau d'épinglosaures, pardon.
Nous avons un petit pique-nique avec une fourchette, puis là, ça pourrait être la famille fourchue. Donc, c'est comme une ode à la créativité, une ode à l'imaginaire, une ode à l'ennui même, parce que les enfants, il faut qu'ils apprennent à s'ennuyer pour pouvoir développer plein de belles compétences. Donc voilà, ça c'est ce genre d'album-là. Je pense qu'avec les enfants, ça peut juste comme émerveiller, puis leur montrer que l'inspiration peut se trouver partout pour faire un nouveau jeu. Et pourquoi pas partir à la recherche justement dans notre propre cours à la maison, qu'est-ce qui pourrait devenir une histoire. Puis je pense que pour faire parler là, les enfants, stimuler leur vocabulaire, ça peut être bien intéressant. Turbulence dans le jardin, aux éditions Fonfon, c'est de Stéphanie Boyer et Samuel Quentin. Donc ici, nous avons un album, j'ai envie de dire complètement déjanté, complètement éclaté, où un groupe d'enfants par chaleur, c'est la canicule, il fait turbo chaud, vont devoir essayer de, eux aussi, trouver comment se désennuyer. C'est drôle, les deux derniers albums parlent un peu de la même chose. Et ils vont d'abord faire un lancer d'un avion. Elle va voler dans les airs, puis quand elle va revenir, je vais vous montrer, il va se passer des choses vraiment extraordinaires. Elle revient. Une armée d'oiseaux arrive dans la cour, font du grabuge. Son voisin ici, qui est comme un monsieur grognon, là, va trouver ça bien catastrophique pour son jardin parce qu'il va y avoir des crottes partout et tout. Puis, ben là, eux, ils se disent, OK, mais on est donc bien hot, on est donc bien des génies d'avoir créé ça. Comment on pourrait rendre notre avion encore plus chouette. Alors là, il l'améliore. Regardez ce que j'aime, l'aspect scientifique aussi. On a un schéma, on a comme une planification aussi. Les enfants vont planifier ensemble qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer de leur spécimen. Ils le lancent et là, oh là là, qu'est-ce qui arrive? Donc ça, c'est le retour. Il ramène l'avion puis il leur explique qu'est-ce que l'avion est arrivé, comment est arrivé. Bref, vous voyez que c'est vraiment comme déjanté, c'est éclaté, mais c'est à la hauteur de l'imagination puis de la créativité des enfants. Puis je pense que les enfants, quand ils vont se le faire lire, ils vont faire comme, ben voyons, tu sais, au début, comme, tu sais, ça n'a pas de bon sens, mais rapidement, ils vont se faire prendre au jeu, puis ils vont avoir hâte, puis ils vont comme pouvoir faire même peut-être des prédictions sur, OK, ça va être quoi, qu'est-ce qui va se passer avec l'avion de papier la prochaine fois, maintenant qu'ils ont ajouté ça, est-ce que ça peut te pister? Ou au contraire, tu sais, je pense qu'ils vont se bidonner là aussi, là, de voir à quel point, tu sais, il n'y a rien qui est plausible, mais en même temps, qui sait? Qui sait? Chez Presse Aventure maintenant de Annie Groovy, nous avons Léon et les expressions québécoises. On avait déjà Léon et les expressions, mais là, moi, je veux dire, c'est sûr que je suis vraiment le public cible pour ça parce que je me trompe dans toutes les expressions. Je les mélange. Il pleut à boire debout, il pleut des cordes, ben, je vais dire il pleut à boire des cordes. Vous voyez le genre, là? Moi, quand c'est à peu près la même affaire, je sais que c'est comme des trucs inventés, je vais toutes les mélanger. Mais ici, ce que j'aime, dans le fond, vous connaissez probablement là, cette expression, le concept de Léon et les expressions, mais si jamais, je vous l'explique ici, dans le fond, nous avons par exemple être dans les patates, puis on a l'illustration de, ça pourrait être quoi? Être dans les patates. Donc Léon est physiquement dans des patates, mais on vient expliquer qu'est-ce que ça veut réellement dire et dans quel contexte on peut l'utiliser. On a parfois des BD, comme là ici, c'est drôle, pleuvoir à boire debout. On dirait que j'étais mindée avec ce livre-là. Et donc, on a comme une petite BD qui serait, ça serait quoi, pleuvoir à boire debout, si on le prenait au sens, voyons, j'ai un blanc, au sens, pas figuré, l'autre, ou au sens figuré, ouais, au sens propre. Puis au sens... Non, ça c'est au sens figuré, ça c'est au sens propre. Ça fait longtemps que j'ai pas enseigné, là je m'en rappelle plus. Vous m'excuserez ou vous me le direz dans les commentaires. Et bref, ici on a la description de qu'est-ce que ça veut réellement dire et dans quel contexte on peut l'utiliser. Ça peut être vraiment génial là, pour bonifier notre enseignement d'écriture avec les élèves, les inciter à justement utiliser des expressions dans leur texte, c'est tellement riche. Puis pourquoi pas faire notre propre Léon et les expressions, mais ça pourrait être Madame Annie, ses expressions, ou le groupe 503 et les expressions, puis de faire nos propres BD, puis je l'avais déjà fait moi avec mes élèves qui avaient mis en scène une expression au sens propre et au sens figuré justement. Chez Bayard Canada, nous avons Pagaille au studio Folisson. C'est écrit par Fidji Martel et Vincent Toutou. Puis ici, c'est un cinéaste, si je peux dire, ou un producteur qui a perdu et va devoir retrouver là, la vedette de son prochain film,
Puis il va devoir parcourir tous les studios. Et dans chaque studio, il va y avoir un son. Donc on a le son ng, en, ou, etc., etc. Puis on va venir voir, dans le fond, c'est comme un court texte avec le plus de ce son-là. Là. Je vais donner un exemple. Ok, bon, il arrive dans la salle de classe des petits acteurs. Un beigne à chignon enseigne l'espagnol à des champignons grognons. Alors, vous voyez, c'est comme une phrase avec le plus de... Dans ce cas-ci, c'était le gn. GN. Donc, on a des illustrations éclatées. On a, tout ce qui se passe, c'est complètement éclaté, mais c'est, de ce que j'ai compris, dans le fond, Fiji, l'autrice, elle voulait comme créer un livre dans un but d'enseigner les sons avec les cocos du premier cycle, sûrement en première année. Toujours chez Bayard Canada, nous avons Les Grandes Petites Peurs d'Albertine. Donc Albertine, c'est elle. Elle a plusieurs peurs, des grandes et des petites, comme le titre le dit. Puis, quand elle se sent envahie par les peurs, il y a comme une ombre là, dans l'illustration, puis ça la rapetisse jusqu'à ce qu'elle devienne tout rikiki. Et donc, il y a comme un problème de taille par rapport à ça aussi. Puis, à son anniversaire, elle va recevoir des crayons. Puis là, les crayons, là, elle se met à dessiner partout. Puis quand je dis partout, c'est sur le rideau de douche, c'est sur le sofa, c'est sur la voiture, c'est sur l'asphalte, c'est sur les plantes. Elle dessine absolument partout, puis ça la fait comme grandir, comme un peu si elle gagnait justement en assurance, jusqu'à ce qu'elle se mette même à barbouiller, à crayonner sur ses peurs. Donc là, moi, je le vois justement comme étant une métaphore de combattre ses peurs, les affronter. Mais à un moment dans l'histoire, il va arriver qu'elle va avoir une grande peur, donc encore comme l'ombre qui va arriver dans le livre. Mais elle ne trouvera plus ses crayons. Alors, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Elle aura comme plus son épée, si je peux dire, pour combattre sa peur. Alors, on a comme, si vous avez des enfants qui ont plusieurs peurs, là, ça peut être intéressant, puis à modéliser justement, puis essayer d'aller trouver qu'est-ce qu'on peut faire là, dans ce temps-là. Chez Scholastic, donc c'était terminé pour la portion québécoise. Maintenant, chez Scholastic, on a 2 très belles nouveautés. Je dis nouveautés, là, mais ça date de cet été, là, je dirais, là, ces albums-là. Voici Frédéric Banting, qui est la collection de biographies en images, qui est une collection que j'adore pour le 3e cycle, où on vient raconter l'histoire d'une personne marquante au Canada. Et dans ce cas-ci, c'est Frédéric Banting que je ne connaissais pas, je suis pas du tout dans le monde médical, alors je n'avais aucune idée de qui était cette personne, puis dans le fond, c'est lui qui l'a co-découvert l'insuline grâce à sa recherche et grâce à aux partenaires avec qui il était lié, ben il a sauvé comme des milliers, j'ai envie de dire des millions, quasiment des milliards, non peut-être pas des milliards, mais au moins des millions de vies de toutes les personnes qui souffrent de diabète type 1. C'est lui qui a co-découvert l'insuline, c'est fou. Donc là, on vient voir comment justement il en est arrivé là, comment il était de l'enfance à jusqu'à sa découverte. Et tu sais, geste vraiment admirable. Il y a des compagnies pharmaceutiques qui lui ont proposé d'acheter sa découverte et lui, il a refusé. Il a vendu sa découverte pour 1$ à l'université dans un but que l'insuline soit réellement abordable et que ce soit jamais une question de vie ou de mort, puis de financière dans le fond, entre la vie et la mort. Alors vraiment, tu sais, c'est très mémorable comme geste. Donc j'ai adoré apprendre à découvrir cette personne, puis on a en même temps des clins d'œil entre la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, donc je me verrais très bien le lire au 3e cycle, en 6e année, pour parler justement aussi là, de la vie canadienne pendant la guerre. Et je termine avec ici Au cœur du marché Gobelin. Regardez la couverture, comment c'est beau. C'est un album souple qui se veut un retour aux contes, un retour aux fables, aux contes d'antan, dans le fond. Là, on a 2 sœurs, dont une très imaginative qui adore explorer, alors très curieuse, alors qu'il y en a une autre qui est au contraire très renfermée, elle est réservée, elle préfère rester dans ses choses. Puis la sœur plus
aventurière va justement aller s'aventurer pardon, au cœur du marché gobelin. Mais les gobelins, ces êtres, on vient les décrire un peu au début, là, ce sont des êtres vraiment mesquins, méchants, vilains, et ils vont retenir prisonnière sa sœur. Mais tu sais, ça c'était connu parce que tout le monde savait que quand tu t'en vas au marché gobelin, c'est ça, tu en reviens pas. Mais là, sa petite sœur va donc affronter elle aussi ses peurs pour aller chercher sa sœur. Donc ça a l'air gros, mais honnêtement, tu sais, c'est vraiment pas gros. Là. Il y a parfois là, sur l'illustration là, une seule phrase. C'est vraiment intéressant, je trouve, parce que comme je disais, on a comme un retour vers les contes d'antan. Donc c'est chouette, je trouve, là, dans soit un réseau sur les contes, les légendes et tout ça. On est comme dans ce type de narration, d'écriture, d'illustration-là. Donc, ça peut être le fun d'en avoir qui sont plus actualisés, même s'il n'y a pas, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'iPad là, dans l'histoire, mais vous comprenez ce que je veux dire, un vocabulaire qui est plus actuel, là, du moins. Donc c'était tout pour ma pile. La prochaine vidéo, ce sera sur les romans. J'avance quand même bien mes lectures là, dernièrement. Puis je vous reviens avec ma critique des dernières nouveautés. Puis je pense que les prochains, c'est comme ceux qui sont sortis en septembre. Là. Donc bientôt, là, octobre, là, vous allez avoir des petites vidéos sur l'Halloween qui s'en vient. Merci de votre écoute!